tous de vous retrouver pour cette émission Bonjour chez vous. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et on commence dans quelques instants avec le sénateur du jour. C'est Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan. Il est avec nous, on va l'entendre dans quelques instants. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera des enseignements à tirer de ce second tour des municipales et puis du message d'Emmanuel Macron sur l'écologie. Mais avant cela, voici les principales informations de ce mardi 30 juin. Nouvelle journée de mobilisation pour l'hôpital à quelques jours de la clôture du Ségur de la santé. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes pour réclamer plus que l'enveloppe de 6 milliards déjà promise par le gouvernement. Hier, Olivier Véran a proposé une rallonge de 300 millions d'euros pour les médecins. Agnès Buzyn devant la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire. L'ancienne ministre de la Santé est auditionnée à 17h. Elle est attendue notamment sur la question des masques. Et puis une page se tourne à Fessenheim, la doyenne des centrales françaises inaugurée en 1977. Le second réacteur est désormais à l'arrêt, 4 mois après l'extinction du premier. Un arrêt définitif qui ouvre la voie à des années de travaux pour démanteler la centrale. Et on commence donc avec le sénateur du jour. Bonjour Joël Labbé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur du Morbihan. Vous êtes écologiste et vous siégez dans le groupe Rassemblement démocratique et social européen. On va bien sûr parler de cette convention citoyenne pour le climat et des réponses apportées hier par Emmanuel Macron comme une réponse au bon score des écologistes. Il a donc réuni les 150 membres de cette convention et il a retenu quasiment toutes leurs propositions. Avant d'en parler avec vous, on regarde ce sujet de Samia Dechier. Fragilisé par la vague verte des municipales, Emmanuel Macron entame son virage écologique. Ce matin, le chef de l'État recevait les 150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures contre le changement climatique. Sur leurs 149 propositions, le président en retient 146, soit la quasi-totalité. Certaines seront directement transmises au gouvernement d'ici fin juillet. D'autres seront examinées par le Parlement. Une partie via un projet de loi spécifique présenté à la fin de l'été. L'autre sera intégrée au plan de relance post-Covid, qui sera abondé de 15 milliards d'euros supplémentaires pour aider l'économie française à faire sa transition écologique. Vous proposez d'éviter de nouvelles constructions qui mordent sur la nature. Quand des réhabilitations sont possibles, engageons-nous. Allons-y. Vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Agissons. Et si ça ne va pas assez vite, Emmanuel Macron se dit ouvert à un référendum en 2021 pour faire adopter certaines de ces mesures. Il est également favorable à un deuxième référendum d'ici 2021 pour inscrire les notions de biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1 de la Constitution. Il a en revanche rejeté 3 propositions des citoyens. Réécrire le préambule de la Constitution pour y placer la préservation de l'environnement au-dessus des autres principes. Taxer les dividendes supérieurs à 10 millions d'euros et limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. Une dernière mesure trop polémique qu'Emmanuel Macron préfère repousser. J'ai présenté beaucoup de grands plans, très ambitieux, avec beaucoup de choses formidables, qui ont parfois été résumés à une mesure ou une petite phrase. Et ce serait profondément injuste que tout votre travail soit résumé à cette proposition. Le travail des 150 citoyens tirés au sort n'est pas encore terminé. Chaque mois, ils seront invités à contrôler le suivi de leurs propositions avec le gouvernement et les parlementaires. Nous allons pouvoir mettre en place des groupes de travail entre les citoyens et les parlementaires. C'est inédit, c'est très intéressant, c'est très stimulant pour construire cette loi. Un exercice de démocratie participative qu'Emmanuel Macron souhaite renouveler sur d'autres sujets. Il prépare une réforme pour transformer le Conseil économique, social et environnemental en chambre des conventions citoyennes. Joël Labbé, est-ce qu'hier vous avez entendu un président de la République qui prend clairement en compte les préoccupations écologiques ? Dans le discours, oui. Déjà, je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement puisqu'il a lancé cette idée géniale quelque part de convention citoyenne. Ça lui a été glissé à l'oreille, il y avait Cyril Dion notamment derrière. En tout cas, mais l'idée, vous l'approuvez, c'est bien d'avoir procédé comme ça sur les questions écologiques. Complètement. Et les conclusions, les recommandations, c'est carrément un projet de société écolo. La plupart de ces mesures, ça fait un paquet d'années que nous, les écolos, on les propose, on les défend, on les espère, et très souvent,
on désespère. Et là, maintenant, c'est le président de la République, mais qui ne peut pas faire autrement, qui les prend en compte. Il y a eu le résultat des élections. Alors, il y a une forme d'alignement des planètes, là, avec ces résultats, avec la situation gravissime dans laquelle se trouve notre pays, mais se retrouve l'Europe aussi et la planète entière. Donc cette prise de conscience, oui, pardon. Vous dites en tout cas, vous dites que la seconde partie du quinquennat, il y aura un vrai virage écologique. Vous le sentez, ce virage écologique, de la part d'Emmanuel Macron ? Alors, il est annoncé, on a été plein de fois échaudés, les beaux discours. Il y a eu la présence qui était extrêmement rassurante pour les écolos, ou pour certains écolos, pas tout le monde, de Nicolas Hulot. Sa volonté de faire bouger les choses, et l'échec de Nicolas Hulot, quelque part, c'est un échec du gouvernement. Alors maintenant, ils essaient de se rattraper. Moi, je veux toujours donner confiance, parce que de toute façon, il y a urgence, il va bien falloir bouger, et qu'on ne va pas tout le temps attendre les prochaines élections. Tout ce qui sera gagné, là, sera gagné. Mais ce qu'il y a derrière, je le redis, c'est révolutionnaire. C'est un vrai projet de société, et qui n'est pas compatible avec le libéralisme non régulé. Alors, est-ce qu'il va y avoir des décisions de régulation de la part de l'État ? Moi, j'ai des doutes parce que les signes n'ont pas véritablement été donnés. Maintenant, je vous le dis, on va voir... Vous entendez quoi par décision de régulation ? Qu'est-ce que vous attendez ? Que l'État reprenne sa place, rejoue son rôle, que le politique reprenne également sa place et joue son rôle, libéré de toutes les pressions, lobbies et autres, cesse aussi, à mon sens, de ne penser qu'aux prochaines élections, parce qu'on doit dépasser cela. Un autre point important, c'est par rapport à ces élections, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui, mais sur la Convention citoyenne, il y a quand même ces 60% d'abstention. C'est absolument gravissime. Où sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils pensent dans le fond ? On va revenir sur cette question des municipales et sur l'abstention historique, mais d'abord sur cette convention citoyenne. Emmanuel Macron reprend 146 des 149 propositions. Il n'en reprend donc pas 3. On va les voir. Il ne reprend pas la réécriture du préambule de la Constitution, la limitation de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, et puis la création de cette taxe de 4% sur les dividendes pour les entreprises qui en distribuent plus de 10 millions par an. Les 110 km/h d'abord. Il dit qu'il reporte le débat suite à ce qui s'est passé sur les 80 km/h. Est-ce que pour vous, il a raison de faire ça, ou est-ce que c'est une manière d'enterrer clairement cette proposition ? Alors si on parle stratégie, il a raison. Parce que tout de suite, les flashs étaient mis là-dessus. C'est pas populaire. Moi, je pense qu'on y arrivera et on devra y arriver. En fait, nous, les Bretons, on le vit puisque nos autoroutes sont limitées à 110. On n'est pas plus malheureux pour ça. Maintenant, c'est une mesure qui n'est pas populaire. Et je pense aux territoires ruraux de la France profonde qui sont mal connectés. Si en plus, on va leur dire qu'il faut qu'ils roulent moins vite sur l'autoroute, ça va forcément coincer. Donc pour vous, de toute façon, ce n'était pas une bonne mesure, cet abaissement à 110 km/h ? Si, mais c'est à appréhender d'une façon globale. Mais quand il y a une mesure comme ça, qui est flash, et sur laquelle tous les feux des projecteurs vont, ça exacerbe. Il y a ceux qui s'en servent pour justement... Pour moi, c'est une bonne mesure. Par contre, stratégiquement, je trouve qu'il a raison de ne pas insister là-dessus, parce qu'il la garde quand même en perspective. Mais enfin, derrière tout ça, il y a la place de la voiture, il y a les modes de déplacement, il y a tout ça. Et donc, pour moi, c'est du global qu'il faut... Dont il a très peu parlé, d'ailleurs. Est-ce que vous attendiez plus de détails du président de la République sur ce sujet ? Bien sûr. Est-ce que ça manquait de détails un peu, son discours d'hier ? Oui, absolument. On est dans le déclaratif des bonnes intentions. C'est pour ça que ce que je vous dis, nous, on attend véritable. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner dès le projet de loi de finances, le PLFR 3, la question de la conditionnalité des aides. On va remonter au créneau là-dessus et on va voir quelles seront les réactions du gouvernement. L'autre mesure rejetée, c'est la création de cette taxe de 4% sur les dividendes. Emmanuel Macron craint que ça mette en péril l'investissement. Il a raison. Ah ben là, c'est ça logique. Par contre, c'est une mesure absolument phare, extrêmement populaire dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a un moment, quand on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, eh bien, l'effort doit être fait par ceux qui ont le plus les moyens de faire l'effort. Et la question des dividendes, on ne va pas lâcher ça.
Alors, ça veut dire que vous certains demandez à ce disent... qu'elle soit réintroduite? Oui, absolument. Certains disent oui, mais la France toute seule va se retrouver victime de tout ça. Pour moi, il faut que la France soit moteur dans ce type de décision motrice. Faire en sorte que ça entraîne aussi l'Europe et par... Il y a plein de gens, enfin je côtoie un certain nombre de gens de la société européenne, d'autres pays, et il y en a beaucoup qui maintenant attendent la France. Alors, est-ce que la France sera suffisamment audacieuse pour entraîner tout le monde? Je pense que là, c'est notre rôle dans l'histoire, et on en serait fiers là. Il y avait des inquiétudes, voire des critiques de certains de vos collègues parlementaires sur la légitimité de cette convention citoyenne, sur le fait que ça pouvait court-circuiter le Parlement. Est-ce que pour vous, les parlementaires sont suffisamment associés dans le calendrier qu'a évoqué hier Emmanuel Macron? Alors, d'abord on le prend à l'inverse. Jusque-là, les citoyennes et citoyens n'ont pas été suffisamment associés. Donc là, il y a cette convention citoyenne. Ils ont travaillé ensemble avec des experts. Maintenant, sur la suite, moi, je défends à la fois la démocratie représentative parce que je fais partie de ceux qui sont dedans, mais par contre le lien avec le participatif. Donc la question de la reconnexion avec la population, avec les citoyennes et les citoyens, ça c'est absolument majeur, et faire en sorte que quelque part, on se réconcilie. Parce que, alors je reviens sur les 60% d'abstention, il y a quelque chose de cassé dans la confiance et on ne pourra pas avancer si on ne retrouve pas la confiance. On va parler de ces municipales tout à l'heure. Un mot sur la fermeture de la centrale de Fessenheim, le second réacteur qui a donc été éteint cette nuit. Est-ce que sur Fessenheim, finalement, Emmanuel Macron fait ce que les autres n'ont pas fait ? Bon, c'était programmé. Il fait ce qu'il doit faire parce que ce serait un tollé général s'il avait reculé. Donc c'était annoncé, c'est nécessaire. Et puis ça rentre dans un plan futur de sortie du nucléaire. Maintenant, derrière cela, il va falloir accélérer les productions d'énergie alternative d'une part, mais travailler aussi sur la sobriété énergétique qui est absolument nécessaire. Alors, cette fermeture de la centrale de Fessenheim, elle n'est pas approuvée par tout le monde. On va regarder ce tweet de Fabien Roussel, c'est le secrétaire national du Parti communiste. On va regarder l'arrêt de la centrale engendrera l'émission supplémentaire de 4 à 6 millions de tonnes de CO2 par an. Nous allons devoir importer de l'électricité de l'Allemagne qui ouvre une nouvelle centrale à charbon à Datteln. Logique. Qu'est-ce que vous dites à Fabien Roussel ? La réponse d'importer de l'énergie non vertueuse, il le faut absolument pas. C'est sur le fait que Fessenheim, ça engendrera 4 à 6 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça reste à démontrer. S'il le dit, je suppose qu'ils se sont bien renseignés là-dessus. Ça, c'est pas normal. Effectivement, si c'est juste transitoire, moi, ça me dérange. C'est pour ça que si on ne part pas sur la sobriété énergétique très drastique, on ne va pas y arriver. Donc c'est la raison pour laquelle on ferme Fessenheim, mais on doit aussi diminuer nos consommations et développer les énergies alternatives. Allez, on va parler de ce qui s'est passé au Sénat hier. Le Sénat qui examinait un texte sur les retraites agricoles. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Alex Poussat. Et bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Joël Labbé. Bonjour. Sénat qui a donc adopté hier une proposition de loi pour augmenter la retraite des agriculteurs. Une proposition de loi pour lutter contre la précarité des agriculteurs qui souvent à la fin de leur carrière ont des très petites pensions de retraite. Alors ce texte prévoit une pension minimum à hauteur de 85% du SMIC. La retraite minimale d'un agriculteur va donc passer de 904 € à 1025 € et cela concerne 196 000 agriculteurs. Cette proposition de loi du député communiste André Chassaigne, eh bien, le gouvernement y est aujourd'hui très favorable. Écoutez le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons l'occasion, tous ensemble, de permettre à des centaines de milliers de Françaises et de Français d'améliorer leur quotidien. J'espère, au nom du gouvernement, que c'est le sens que prendra l'issue de notre débat. C'est donc fidèle à cet engagement pour plus de retraites justes, équitables et solidaires que le gouvernement, par ma voix, soutient l'adoption de cette proposition de loi.
Alors ça, c'est la position du gouvernement aujourd'hui. Mais ce texte sur la hausse des petites retraites agricoles, il était arrivé au Parlement il y a 2 ans. Les députés et les sénateurs étaient à l'époque plutôt d'accord pour augmenter ces petites retraites, mais pas le gouvernement, qui avait son propre calendrier, qui préparait la réforme des retraites. Et donc la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, avait utilisé l'article 44.3 de la Constitution, l'article dit du vote bloqué, une arme qui permet au gouvernement de bloquer le vote d'un texte du Parlement. Eh bien, écoutez, cela avait provoqué la bronca du Sénat à l'époque. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous informer qu'en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42, alinéa 7 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à la Haute Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte. S'il vous plaît, je vous demande de vous calmer. Que sur l'article 1er et l'amendement numéro 3. Je vous remercie. Et voilà, cela fait partie des bons souvenirs d'Agnès Buzyn dans les débats au Sénat. En tout cas, hier, c'était le ministre Laurent Pietraszewski qui siégeait au banc du Sénat pour représenter le gouvernement. Et la sénatrice socialiste Monique Lubin l'a interpellé pour lui dire que dans ce texte, les femmes conjointes d'agriculteurs étaient les grandes oubliées. Écoutez-la. Les femmes, monsieur le ministre, où sont les femmes ? Qu'est-ce que c'était les femmes dans l'agriculture il y a encore 10, 15, 20 ans ? C'était des femmes qui n'existaient pas, elles étaient invisibles, on ne les voyait pas, levées très tôt le matin, couchées très tard le soir. Elles assumaient tout, elles assumaient l'éducation des enfants, elles assumaient la maison et elles assumaient les travaux à la ferme. Ces femmes, elles étaient invisibles. Et aujourd'hui encore, avec ce que vous avez apporté dans cette proposition de loi, elles sont toujours invisibles. Ça n'est pas acceptable. Alors que dans votre projet de réforme des retraites, vous ne cessez d'affirmer que les femmes seront les grandes gagnantes de cette réforme. Vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire et vous ne le faites pas. Des lacunes dans ce texte, mais au final, le Sénat a adopté cette proposition de loi dans la version identique à celle issue de l'Assemblée nationale, pour appliquer ce texte au plus vite. Les sénateurs souhaitent une application en 2021, mais le gouvernement a dit que ce ne sera pas avant 2022. Et merci beaucoup Alex, à tout à l'heure pour la revue de presse. Qu'est-ce que vous dites de cette proposition de loi, Joël Labbé ? C'est un premier pas, mais avec encore des manques ? Il se trouve qu'il y a 2 ans, je fais partie, mais très nombreux au Sénat qui ont défendu cette mesure. C'est rare que ça se passe comme ça au Sénat, à la bronca. Et là, vraiment, entendre ça sur un sujet pareil, c'était juste inentendable. Alors aujourd'hui, 2 ans après, on y revient. Alors on l'a voté conforme au Sénat justement pour que rapidement ça puisse être appliqué. Ce qui est dit par notre collègue là sur le statut des retraités femmes d'agriculteurs, c'est très très juste et très rapidement il faudra aussi que l'on revienne dessus parce que c'est une nécessité de justice tout simplement. Alors les femmes oubliées de ce texte, le financement aussi, est-ce qu'il est trop imprécis le financement de ce texte pour vous ? Alors, sûrement, maintenant, de toute façon, il va bien falloir financer. Donc là, je n'ai pas creusé la question du financement. Mais... Allez, on va parler des municipales, et notamment ce chiffre, vous l'avez rappelé, quasiment 60% d'abstention lors de ce second tour dimanche. Comment vous l'interprétez, ce chiffre ? Vous nous parliez de cette cassure entre les Français et les politiques. Ce chiffre de 60%, pour vous, il ne s'explique pas par la crise sanitaire ? Non, pas du tout. Non. En partie peut-être, mais majoritairement non. Notamment ces jeunes, les jeunes générations qui ne se sont pas déplacées. C'est un vrai problème et ça montre véritablement que quelque part il y a rupture entre le monde politique décideur et la population. Il faut vraiment qu'on se reconnecte, qu'on se réconcilie et qu'on accroche dans le sens positif du terme toute cette population parce qu'on est là pour représenter tout le monde. Comment on fait alors ? Comment on fait pour réconcilier les Français avec leurs hommes politiques ? Alors, l'approche justement via la démocratie participative, l'exemple de cette convention citoyenne, ça il faut qu'on le continue. Alors, il se trouve que moi je travaille beaucoup avec les ONG, la société civile sur les textes que je défends et c'est un régal que de travailler comme ça et ça il va falloir que tout le monde s'y mette et que ce soit aussi institué. L'idée de faire une forme de troisième chambre du Conseil économique, social et environnemental, je pense que c'est une bonne chose pour que véritablement la
la société civile soit directement représentée, puisse dire son avis et aussi faire des propositions. Mais en complément des parlementaires, vous êtes parlementaire, pour vous les parlementaires, ils ne sont plus représentatifs aujourd'hui ? Si, alors, notre système est malade quelque part. Si la démocratie fonctionnait véritablement, mais lorsqu'on a un président, un gouvernement, une grosse majorité, et qu'on veut court-circuiter le Parlement, eh bien on le fait facilement, et ils l'ont fait très régulièrement. Donc nous, on demande à ce que les parlementaires jouent leur rôle, mais que les citoyens aient aussi leur place en termes de force de proposition et de contrôle également. Je pense que c'est une belle avancée, et ça, c'est une des réponses pour raccrocher la majorité de la population. L'autre enseignement de ce scrutin, c'est bien sûr cette poussée des écologistes. Écologistes souvent alliés aux socialistes et à d'autres alliés de gauche. Est-ce que ces municipales, elles ont positionné l'écologie clairement à gauche ? À mon sens, oui. Oui, si on est très schématique sur les valeurs de gauche et la question de la droite libérale et ultralibérale, dérégulatrice, évidemment, il faut un État fort, donc il faut de la régulation. Et ça, ce sont les valeurs de gauche qui sont derrière cela. Donc pour moi, oui, l'écologie est ancrée à gauche, la gauche humaniste, la gauche solidaire et la gauche du futur. Et toutes les gauches, Éric Piolle, le maire de Grenoble, dit qu'il n'exclut pas des alliances avec la France insoumise. C'est votre cas aussi ? Dans la mesure où on n'est pas on est dans la volonté collective de travailler ensemble, oui, il n'y a pas lieu d'être exclusif et faire en sorte, parce que derrière l'ensemble des partis politiques, il y a un électorat. Et celui-là, on doit l'écouter. Et si on arrive à faire cette large synthèse d'une véritable politique de gauche écologique et solidaire, c'est oui, et ce sera la réponse à donner pour le futur. Pour vous, ces municipales, elles marquent le début d'un véritable écologisme municipal. Et qu'est-ce que ça doit être pour vous, l'écologisme municipal ? Eh bien, c'est quelque part l'écologie directe, l'écologie de terrain, en prise directe avec la population. Et lorsqu'on est maire, lorsqu'on est élu local, on peut véritablement faire de la pédagogie, prendre des décisions et expliquer le pourquoi de ces décisions. Et ça, c'est toujours bien compris dans la mesure où ce ne sont pas des mesures qui arrivent comme ça, mais on doit faire preuve de pédagogie et en ce moment d'urgence. Il y a des décisions qui ne sont pas spécialement populaires et qui dérangent à prendre, mais faire confiance à l'intelligence collective de notre population, ça, il faut qu'on le fasse et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Allez, on va continuer à parler des municipales dans votre revue de presse avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec le Télégramme. Et oui, avec ces résultats du second tour des élections municipales, le Télégramme a dressé un portrait robot du maire de l'agglomération de Vannes qui contient 34 communes. Alors, ce maire est âgé de 57 ans en moyenne. Il a mené une liste sans étiquette. C'est un homme car il y a seulement 8 femmes maires qui ont été élues sur les 34 communes. Et puis dans ces communes, 14 nouveaux maires ont été élus dimanche soir. Et puis on saluera la participation sur l'île d'Ar, la palme de la participation, où 82% des électeurs se sont déplacés. Alors, Joël Labbé, on parle beaucoup de la vague écologiste. Est-ce que cette vague verte a touché votre territoire, le Morbihan, et votre territoire vantais ? Oui, absolument, mais pas d'une façon aussi criante qu'ailleurs. Mais beaucoup de municipalités ont intégré des écologistes, notamment, beaucoup de listes du moins. Et donc les écologistes sont présents dans beaucoup de conseils municipaux, pratiquement tous. Par contre, alors on a sur le pays de Vannes, il n'y a pas de véritable écologiste revendiqué qui est élu, mais il y en a plusieurs qui sont extrêmement sensibles à l'écologie et sur lesquels on pourra s'appuyer pour avancer. Si on sort du pays de Vannes, de l'agglomération vantaise, sur le Morbihan, alors il y a une magnifique surprise, c'est la ville d'Auray, où Claire Masson, donc écologiste revendiquée, à la tête d'une large union citoyenne, gauche citoyenne, a pris la mairie, dans le bon sens du terme. Et ça, c'est une vraie belle nouvelle, un bel exemple. Par contre, on a
l'exemple extrêmement décevant de la ville de Lorient, où il y avait un écologiste, Damien Girard, qui a pris le virage du premier tour en tête, et après il y a eu de la désunion à gauche, et le résultat, c'est que ça a planté pour la gauche et les écologistes. Et que ce sont les Républicains qui ont remporté la ville. Allez, on continue avec Ouest France. Avec un article de Ouest France, puisque une fois les élections passées, les équipes municipales doivent préparer la saison touristique. Et dans la ville de Vannes, le service patrimoine a profité du confinement pour réinventer ses visites guidées. Alors pour les enfants, fini les activités de manipulation, place à la chasse au trésor, à l'Hermine dans la ville de Vannes. Et puis pour les plus grands, ce sera plutôt des balades en plein air, des balades contées au gré des légendes bretonnes. Et puis on finit avec un article du Télégramme sur la reprise de l'école. Un article sur la commune de Saint-Nolff, votre commune, Joël Labbé, où on fait le bilan du retour à l'école obligatoire depuis le 22 juin. Un bilan plutôt positif, puisque dans l'école Saint-Joseph de Saint-Nolff, seulement 1% des familles n'ont pas souhaité remettre leur enfant à l'école. Et les enseignants témoignent même du niveau des enfants qui n'aurait pas baissé depuis le confinement. Bonne nouvelle. C'était une bonne chose de demander aux élèves de revenir à l'école malgré le fait qu'on soit proche des vacances scolaires? À mon sens, oui, pour les reconnecter avec l'école et finir l'année scolaire, qui est très particulière. Un dernier mot, on parlait des municipales, les prochaines élections, ce sont les sénatoriales, fin septembre. Est-ce que, au vu des résultats de ces municipales, vous pensez que les écologistes vont pouvoir reformer à nouveau un groupe au Sénat ? J'en suis plus que convaincu et je le souhaite de tous mes voeux et faire en sorte qu'il y ait une voix écologiste au Sénat, un groupe écologiste, une lisibilité, une parole écologiste, c'est important, c'est essentiel. Et au vu du paysage politique national, oui, c'est impensable qu'on n'en ait pas un, donc on aura un groupe écologiste. Comment vous allez y travailler à la constitution de ce groupe au Sénat ? Alors d'abord, on sait qu'il y a le côté mathématique des élections. Alors il faut voir le paysage. Donc on va voir où on a des chances d'avoir des élus écologistes. On va se compter. On est 5 marqués et revendiqués actuellement au Sénat. Il en manque 5 pour faire un groupe. Il est possible aussi qu'il y ait des écolos compatibles d'autres groupes qui aient envie de venir avec nous. Donc c'est ce qui fait dire que oui, on aura un groupe. De combien de sénateurs selon vos projections ? J'en ai discuté avec mon copain Ronan Dantec qui cogite drôlement ces sujets. Et sénateur écologiste. Et entre 12 à la fourchette basse et peut-être 20 à la fourchette haute. Eh bien, on suivra tout ça, les sénatoriales, le 27 septembre prochain. Merci beaucoup, Joël Labbé, d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'audition publique. Hier soir, Francis Letellier recevait Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Et il voit une magouille dans la volonté éventuelle d'Emmanuel Macron de reporter régional et départemental. On l'écoute. On va parler du possible report qui est envisagé par Emmanuel Macron, report des élections départementales, régionales, prévues en mars 2021. Pour lui, il dit en tout cas la priorité c'est la relance. Est-ce que ça s'entend ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? Non, la priorité, c'est sa propre élection. Et pour mettre justement en difficulté un certain nombre de présidents de région qui pourraient être des concurrents, comme Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand, mais il n'y aura pas que, je vous rassure, il se dit, nous on donnera de l'argent aux départements et aux régions qu'à la condition qu'ils nous aident à repousser pratiquement de 18 mois, vous vous rendez compte, le calendrier électoral. Ce que je veux dire... Peu importe, ce que je veux dire, c'est que ce genre de magouille, ça y est, maintenant on le sait, on connaît, et on en connaît les raisons. Comment un chef d'État, j'espère qu'il est aussi un homme d'État, peut-il proposer ce genre de solution qui consiste à abîmer la démocratie ? La démocratie, c'est le respect des règles. Le respect des règles, on en parlait il y a quelques instants, c'est aussi le respect d'un calendrier électoral. On ne peut pas bidouiller un calendrier électoral en fonction de ses intérêts personnels. C'est d'ailleurs bizarre, mais c'est quand même bizarre. Au moment des municipales, il fallait aller vite pour installer les maires le plus vite possible pour répondre à la crise. Et là, il faudrait retarder l'élection des présidents de département, des présidents de région, parce que ce serait nuisible à une reprise, à une relance. Une vache, il ne retrouve pas ses veaux, comme on dit chez moi en Vendée. Vous avez parlé à l'instant de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, qui pourraient être des adversaires à Emmanuel Macron en 2022 à la présidentielle. Ils ont claqué la porte de LR. Il pourrait néanmoins être pour vous un candidat soutenu par LR en 2022. Vous pourriez soutenir l'un ou l'autre ?
Non, mais la question des présidentielles, attendez, hier c'était les municipales, demain ce sera les sénatoriales, après-demain ce sera, et maintenant on est tout de suite au présidentiel. Ce que je dis moi depuis le début, c'est qu'il faut éviter le pire. C'est quoi le pire pour nous ? C'est-à-dire LR, mais aussi des gens qui étaient dans notre famille et qui sont partis, comme Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand. Bon, qui sont deux personnes de qualité. Eh bien, le pire, c'est qu'on fasse du premier tour des présidentielles la primaire. Parce que si on a 2 ou 3 candidats issus de la droite et du centre au premier tour de la présidentielle, on sera automatiquement dégagé. C'est une évidence. Il faut organiser une primaire et pour moi, je pense que la primaire est peut-être le plus mauvais des systèmes, mais à l'exception de tous les autres. Je ne vois pas quel autre système peut départager vous êtes favorable à une primaire des candidats de l'intérieur, LR, et des candidats de l'extérieur. Et notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Lot, secrétaire général des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par François Fillon. François Fillon condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes et une peine d'inéligibilité de 10 ans pour détournement de fonds publics. Que pensez-vous de ce jugement, Aurélien Pradier ? Je ne commande pas les décisions de justice, je tâche de ne jamais le faire et je ne le ferai pas sur cette situation-là. Je pense qu'il faut tourner la page. Pour François Fillon, pour les Français, pour notre famille politique, il est temps de tourner la page. La décision de justice a été rendue, je crois qu'un appel a été demandé. Mais pas de commentaire. Hier, Bruno Retailleau, qui était sur notre plateau, disait que c'est une peine extrêmement sévère. C'est votre avis ? Mais je n'ai pas à commenter une décision de justice. Vraiment, c'est une discipline à laquelle je me tiens, à la fois pour mes amis politiques, tout comme mes ennemis politiques, et pour n'importe quel concitoyen. Je pense simplement qu'il est temps de tourner la page, y compris pour François Fillon lui-même. Alors, vous commentez pas, mais les avocats de François Fillon avaient demandé la réouverture des débats après les révélations d'Éliane Houlette, du parquet national financier, qui avait parlé de pression à son encontre. Ça, vous pouvez commenter ça ou pas ? Il y a 2 sujets différents. Il y a la question de l'affaire François Fillon. Elle a été placée devant la justice a rendu sa décision, et je n'ai pas, en respect de la séparation des pouvoirs, à le commenter. L'autre question qui se pose depuis plusieurs semaines et plusieurs mois dans notre pays, c'est l'indépendance de la justice. C'est la manière dont nos magistrats, ceux qui sont censés faire respecter la loi et sanctionner lorsqu'elle n'est pas respectée, le font ou ne le font pas en toute indépendance. L'indépendance de la justice ou des parquets ? Parce que c'est pas exactement la même chose. Mais le sujet est global, vous le voyez bien. Il va largement au-delà des parquets. D'ailleurs, je pense que lorsqu'on s'arc-boute sur la question de l'indépendance des parquets, c'est pour éviter de traiter la question de l'institution judiciaire dans son ensemble. Vous, il n'y a pas d'indépendance de la justice en France ? Non, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur l'indépendance de la justice. Et je vais vous dire même plus, je pense qu'on a un vrai sujet sur la caste de la justice. Ce qui tue la démocratie, ce sont les effets de caste. C'est vrai en politique, c'est vrai dans la justice, c'est vrai en économie, c'est vrai dans tous les domaines d'organisation de notre société. Et je ne suis pas certain aujourd'hui que la justice de notre pays ne soit pas organisée comme une caste. Et ça prend quelle forme, cet effet de caste au sein de la justice ? Est-ce que vous pourriez juste nous donner 2-3 précisions ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour... Comme ça peut être le cas en politique. C'est l'effet d'entre-soi, l'effet d'impunité, le sentiment qu'on ne rende compte à personne, le sentiment qu'on est au-dessus de toute chose, au-dessus du peuple. Ça arrive aussi en politique, ça peut aussi parfaitement arriver avec les magistrats. Et donc je pense qu'on a un vrai travail à faire sur le renouvellement du personnel de la magistrature, sur leur formation sûrement, et aussi sur la manière dont le politique cesse d'intervenir dans les affaires de justice. La création du parquet national financier en a été la démonstration. C'était un outil politique, on en a aujourd'hui quasiment la conviction. Éric Ciotti dépose une proposition de loi justement pour supprimer ce parquet national financier. Vous êtes d'accord, il faut le supprimer ? Il a sûrement raison, il faut le supprimer, mais ça ne suffira pas à reposer les bases de la justice dans notre pays. Enfin, écoutez, je pourrais ne pas vous dire tout ce que je vous dis là, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas seulement les politiques qui ont une défiance à l'égard de la justice, il y a aussi nos concitoyens. Moi, tous les jours, je rencontre des Françaises et des Français qui ne croient plus en leur justice. Alors on peut considérer que ces Français-là n'ont rien compris à la justice, que ce sont des citoyens qu'on ne doit pas écouter, sauf que dans une nation, dans une démocratie comme la nôtre, quand il y a une telle rupture entre la justice, les citoyens et ceux qui représentent les citoyens, c'est qu'il y a un véritable problème. Donc vous, clairement, aujourd'hui, vous ne faites plus confiance à la justice ? Si, je fais confiance à la justice de mon pays. Sans ça, je ne serais pas député de la nation. Je dis simplement que faire confiance, c'est aussi être exigeant. Et je pourrais ne pas tenir le discours un peu dur que je tiens à l'instant. Si je ne le faisais pas, je ne serais pas à la hauteur de mes responsabilités. On va passer à l'autre actualité. L'autre actualité, c'est cette mobilisation des soignants. Aujourd'hui, mobilisation de l'hôpital à quelques jours de la fin du Ségur de la santé. Olivier Véran, qui a déjà mis 6 milliards sur la table, qui a dit hier qu'il proposait une rallonge de 300 millions d'euros pour les médecins. Est-ce que vous dites que le gouvernement fait ce qu'il faut ? Je pense que tout ça, c'est du bricolage.
Alors oui, 6 milliards 3, c'est pas assez ? Mais 6 milliards, c'est beaucoup, mais on peut avoir ce débat éternellement. C'est évidemment pas suffisant si on veut refonder totalement notre système de santé. Il faut place la barre à 7 milliards, Sud 14 milliards, vous la mettez où la barre Je ne suis ni FO ni Sud, donc je ne placerai pas la barre. C'est quoi les bons moyens pour l'hôpital aujourd'hui ? C'est pas seulement les moyens, c'est qu'est-ce que l'on veut faire de l'hôpital public et de l'hôpital privé demain ? Comment est-ce qu'on revoit la totalité des salaires de celles et ceux qui travaillent dans l'hôpital ? Comment on les refonde profondément, pas seulement un grand coup de prime qui sont éphémères. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux de proximité, on puisse avoir des soins qui ont disparu depuis plusieurs mois et plusieurs années ? Si la question était seulement une question financière, on aurait pu la régler déjà depuis plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra des moyens considérables et que même 6 milliards, ça ne suffit pas si on veut refonder tout l'outil. Mais il faut avoir le courage d'aller plus loin. C'est aussi une réorganisation totale, une refondation du système. Évidemment. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué que d'aligner des milliards, ou prétendument, parce que j'ai toujours pas compris, pour les 6 milliards qui ont été annoncés, sur combien d'années ils allaient être débloqués. On n'a toujours pas cette explication. 6 milliards sur un an et 6 milliards sur 10 ans, c'est pas tout à fait la même histoire. L'autre actualité, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui est devant les députés cet après-midi, devant la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition d'Agnès Buzyn ? De comprendre, pas d'accuser, mais de comprendre ce qui a pu se passer. D'abord, il était temps. La situation d'Agnès Buzyn, à mon sens, est un des exemples d'un des plus grands naufrages politiques depuis plusieurs années. Je vous rappelle qu'elle était quasi une madone en Macronie il y a encore quelques mois. Vous voyez où elle a atterri politiquement aujourd'hui. Et je pense que ce que nous avons du mal les uns et les autres à lui pardonner ou à lui excuser, c'est le fait qu'elle ait refusé d'assumer ses responsabilités une fois qu'elle avait quitté le navire. Parce qu'elle a quand même quitté le navire. Elle est quand même partie mener une campagne désastreuse à Paris pour s'épargner d'avoir à gérer une crise sanitaire aussi lourde que celle que nous avons pu connaître. Donc j'attends des explications, y compris sur la question des masques et surtout sur les alertes qu'elle a prétendument lancées et qui n'auraient pas été entendues. J'espère qu'on aura ces détails-là aujourd'hui. Vous pensez vraiment qu'elle a fait acte de candidature à Paris pour s'épargner d'avoir à gérer la crise ou on l'a peut-être poussé un peu à partir aussi, non ? Écoutez, quand on est responsable politique, quand on est ministre de la Santé, on n'est jamais poussé. Et si on est trop poussé, on se retient. Lorsqu'on est ministre de la Santé, qu'on lance des alertes, qu'on a, comme elle prétend le dire, conscience de la situation extrêmement grave qui attend le pays, on ne se barre pas. Désolé de le dire comme je le pense. Mais on ne part pas faire une campagne électorale si on est convaincu que la santé de nos concitoyens, qu'il y a une crise sanitaire lourde à laquelle il faudra faire face. Ça s'appelle le sens des responsabilités. Donc elle a une responsabilité dans la gestion de cette crise pour vous ? Elle a une responsabilité politique. Pour le reste, c'est à la commission d'enquête de le dire. Moi, je juge en politique. Ou plutôt, je donne un avis politique. Et mon avis politique, c'est qu'elle n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Vous disiez que vous aviez la volonté de comprendre ce qui s'est passé. Sur quel point particulier aujourd'hui pour vous reste à éclaircir ? Celui des alertes. Agnès Buzyn prétend qu'elle a alerté le président de la République, le Premier ministre, très tôt. Qu'est-ce qui fait que ces alertes-là n'ont pas été entendues ? Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu plusieurs mois avant que de véritables décisions sanitaires soient prises ? C'est ça qui m'interroge. Tout ce qui a provoqué du retard à l'allumage dans la gestion de cette crise. Bien sûr, mais ça ne m'intéresse pas seulement pour pointer tel ou tel responsable politique. Je redis que s'il faut les pointer, nous les pointerons. Parce que la politique, c'est assumer ses responsabilités. Quand on commet une faute aussi grave, en politique, on doit assumer et en payer les conséquences. Mais c'est aussi pour comprendre comment, dans une machinerie d'État comme la France peut l'avoir, on lance une alerte, une ministre de la Santé lance une alerte et ça ne réagit pas. Ça, c'est absolument stupéfiant et extrêmement préoccupant. Emmanuel Macron a réuni hier les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a fait un discours, il a annoncé un calendrier, il a annoncé un cap sur cette écologie. Est-ce que vous avez senti un tournant écologique chez le président hier ? Moi, les tournants chez Emmanuel Macron, vous savez, je les sens assez peu. Ils sont tellement répétés que j'ai un peu de mal à y croire. Mais il y a deux sujets qui m'interrogent. D'abord, celui de la Convention citoyenne. Je pense qu'Emmanuel Macron s'amuse avec la Convention citoyenne. Et je le dis là aussi comme je le pense, pour lui c'est un gadget, c'est un joujou politique. C'est quand même invraisemblable qu'il se présente devant la Convention citoyenne le lendemain des élections municipales. Enfin, écoutez, la ficelle est quand même un peu grosse. Pour autant, pas de la com, de la stratégie politique. Oui, pour Emmanuel Macron, c'est d'un cynisme consommé. En revanche, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit regarder cette Convention citoyenne. Pas pour la calquer, parce que moi je crois en la démocratie représentative. Je pense que des élus, la nation, qui sommes d'abord des citoyens, nous avons un rôle d'intermédiation, d'intermédiaire à faire dans l'expression de la démocratie et de l'intérêt général. Mais pour autant,
nous sommes à un moment où nos concitoyens ont besoin de mieux être impliqués dans la vie de leur démocratie. C'est ce qui se passe dans beaucoup de villes de droite d'ailleurs. Beaucoup de maires de droite ont mis en place des outils qu'on appelle de démocratie participative. Et je ne fais pas partie de ceux qui balayent d'un revers de la main cet outil-là. Je pense qu'il faut que nous y travaillions et je pense que les Républicains, la droite républicaine doit faire des propositions pour rénover nos institutions sur cette grande base stable qui est celle de la Ve République. Juste sur la méthode, vous approuvez cette méthode. Hier, Bruno Retailleau disait le tirage au sort, c'est la régression de la démocratie. Oui, il a raison. Il a raison. Moi, je trouve que cet outil-là, que je ne veux pas accabler parce qu'il y a des citoyens qui ont consacré du temps, et j'ai toujours du respect pour ceux qui s'engagent dans la vie publique, quel que soit leur niveau de responsabilité. Je ne pense pas que le tirage au sort soit la bonne solution. C'est absurde. D'autant que je le dis, le principe républicain et démocratique, c'est celui qui permet aussi d'être représenté. Moi, vous savez, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de grandes écoles, je suis pas un expert, et pour autant, je représente mes concitoyens. Et donc, je pense que cette mission-là de représentation, elle est noble et qu'elle fait du bien à notre démocratie. Et donc, je tiens à cette démocratie représentative. Pour autant, il faut trouver aujourd'hui des outils de notre temps qui permettent, dans le respect de la Ve République à laquelle nous sommes extrêmement attachés, aux citoyens de mieux s'exprimer. De quelle manière, j'en sais rien. Moi, je suis assez favorable à cette idée selon laquelle les citoyens puissent directement interpeller les parlementaires pour que des débats s'ouvrent au Parlement. Je pense que c'est au Parlement que ces débats doivent se faire. Mais mais pas dispositions... de légitimité de ces 150 citoyens. Non, mais ils n'ont pas de légitimité si ce n'est le tirage au sort. Chacun peut comprendre que le tirage au sort, c'est pas une légitimité. Mais vous parlez de gadgets, ça peut aussi être un outil parfaitement complémentaire de la démocratie représentative. Je ne suis pas sûr que l'outil tel qu'il est imaginé là soit le bon. D'abord parce qu'il ne peut pas durer dans le temps. Puis vous savez, on a beaucoup imaginé ces outils-là. Le Conseil économique et social et environnemental, que je ne veux pas accabler, mais enfin bon, on avait imaginé... Qui va être réformé, c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier. Parce qu'il veut faire d'autres conventions citoyennes sur d'autres thèmes. Donc ça, c'est une mauvaise idée pour vous. Non, mais je pense qu'en fait, la réalité, c'est la démocratie parlementaire. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui que des députés, des sénateurs peuvent vraiment intervenir dans la marge de notre pays? La réalité, c'est que depuis plusieurs années, Emmanuel Macron s'assoit sur la démocratie parlementaire. Il nous faut nous battre avec une force considérable pour réussir à nous faire entendre, nous les représentants de la nation ou des territoires ici au Sénat. C'est là qu'il faut agir. Si Emmanuel Macron a vraiment du courage, et le courage d'installer des contre-pouvoirs, ou plutôt des pouvoirs complémentaires aux siens, c'est avec les parlementaires qu'il faut qu'il le fasse. Donc pas avec des citoyens tirés au sort. Emmanuel Macron dans cette rupture entre les Français et leurs élus? Mais Emmanuel Macron, il fait partie du système, enfin pardon d'utiliser cette expression malheureuse, mais il n'a aucune volonté de réformer Emmanuel Macron. C'est un pur produit de l'intelligentsia de ce pays. Et donc Emmanuel Macron, il n'a aucune volonté réformatrice. C'est un mime. Il fait semblant d'être courageux, il fait semblant d'être réformateur, sauf que le semblant, maintenant, ça ne fonctionne plus. Sur le fond des propositions, il a retenu 146 des propositions, il en a rejeté 3, dont le débat, l'abaissement de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Il a eu raison de reporter ce débat pour vous? Il ne faut pas le reporter, il faut arrêter avec ce débat sur les 110 km/h. Pour deux raisons. La première, c'est que, et d'ailleurs c'est l'effet de ces conventions citoyennes. J'écoutais hier une des animatrices qui disait, vous savez, lorsque les citoyens sont rentrés dans cette convention citoyenne, ils n'étaient pas d'accord avec les 110 km/h. Et puis à la fin, ils ont été d'accord. Je pense que le rôle des experts n'a pas été inutile pour les rendre d'accord avec ces 110 km/h. C'est une bêtise. Et c'est une bêtise parce que ça révèle bien cette vision punitive de l'écologie à laquelle je ne crois pas. Je suis profondément écologiste. Je crois profondément à la rénovation de notre modèle de consommation, de notre modèle économique, pour retrouver des grands équilibres, y compris avec notre milieu naturel. Mais je ne crois pas à l'écologie punitive, à l'écologie des nantis, à l'écologie des beaux quartiers. Et les 110 km/h, c'est l'archétype de cette écologie des beaux quartiers. Alors le président de la République a également écarté une des propositions qui consistait à demander une taxation des dividendes à hauteur de 4%. Là, il a bien fait ou... Alors, je ne veux pas apparaître plus communiste que j'ai tendance à l'être de temps en temps. C'est une plaisanterie, évidemment, pour mes amis qui m'écoutent. Nous avons dans notre pays un vrai sujet sur l'égalité fiscale. On ne peut pas le contester. Aujourd'hui, il y a une non-adhésion à la fiscalité dans notre pays. Est-ce que notre système fiscal fait le bon équilibre entre ceux qui créent de la valeur, ceux qui bossent, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui paient des impôts, et ceux qui utilisent une économie fictive, une économie de spéculation? Eh bien, je ne crois pas.
Je pense qu'on a un travail à faire sur cette économie de spéculation. Et donc je pense que tout ce qui relève des grands flux financiers, qui aujourd'hui n'apportent pas à notre économie ce que le capitalisme historique a pu apporter il y a quelques décennies, nous devons regarder comment leur demander un effort supplémentaire. Donc vous auriez pris la taxation des dividendes à 4%? Non, pas de cette manière-là, parce que je pense que ce n'est pas opérationnel, que ça ne fonctionne pas. En revanche, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau à droite. Il y a quelques années, quand Nicolas Sarkozy a poussé la création du RSA, le premier RSA a été financé avec une taxation particulière sur certains mouvements financiers de l'époque. Ce n'est pas nouveau. C'est l'idée que la droite républicaine s'est toujours faite de l'économie. Oui, l'économie est là pour faire grandir les hommes, mais il faut que le politique soit capable d'orienter cette économie. Il n'y a pas de discours fou dans ce que je dis, il y a simplement une vision volontariste du politique et du respect du développement économique. Mais est-ce que clairement, là on est devant une crise économique, est-ce que clairement il faut faire contribuer plus fortement les plus riches ? En l'occurrence, la question des flux financiers, de la spéculation, n'est pas forcément liée à celle des plus riches. Moi, par exemple, je ne crois pas à l'ISF, tel qu'il était conçu jusque-là, parce que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal. En revanche, je pense en effet qu'il faut que les plus hauts revenus aient une contribution juste. Ce qu'il faut, c'est retrouver de la justice dans notre pays. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'injustice qui nous pourrit collectivement. Et il faut retrouver ce chemin de la justice. Ça passe aussi par la recherche d'un meilleur modèle économique. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis des mois, c'est pas nouveau, je n'ai pas attendu les élections municipales pour le dire, je pense qu'il faut que nous réfléchissions à l'évolution de notre modèle économique. Pas pour revenir à une économie administrée, évidemment. On peut interroger l'économie sans pour autant devenir un affreux trotskiste. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre économie soit plus orientée vers le bien de celles et ceux qui vivent sur cette planète, plutôt que vers la pure spéculation. Pardon Stéphane, les municipales ont... Allez, vas-y. Peut-être juste une dernière chose sur la Convention citoyenne. Le président a également annoncé l'injection de 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans, notamment à travers le plan de relance de l'économie. Est-ce que là, on est sur des montants suffisants à votre avis, ou c'est aussi de l'ordre du gadget ? Non, c'est pas du tout du gadget, et le plan de relance économique, je serai le premier à le soutenir parce que c'est absolument vital aujourd'hui pour notre pays. Mais vous savez, sur cette question environnementale, moi je suis extrêmement frappé depuis dimanche. On dit tout et n'importe quoi. Je ne pense pas que les Français adhèrent désormais à une idéologie écologiste. Je pense que le vote qui s'est porté, qui n'est pas si massif que ça, mais qui s'est porté vers les écologistes, est un vote qui dit 2 choses. D'abord, une envie d'optimisme. Je pense qu'il faut aujourd'hui que les partis politiques dans ce pays incarnent un espoir, une transformation de la société, une transformation positive de la société. Je pense que c'est aussi une volonté de renouvellement de notre démocratie. Sauf que je pense que Europe Écologie Les Verts, le parti écologiste, n'est pas la bonne réponse. Mais nous devons être attentifs à cet appel que les Français nous ont lancé collectivement dimanche, en disant « nous voulons une nouvelle vision de la société ». Et il faut que nous y apportions une réponse. Je peux vous dire que la réponse de la droite républicaine ne sera pas la vision décroissante et punitive d'Europe Écologie Les Verts. Mais il faut que nous, à droite, nous emparions une réponse. C'est pas forcément le point fort de la droite, l'écologie. Eh bien, il faut que nous travaillions nos points faibles, pas seulement nos points forts. Il y a des sujets sur lesquels les Français nous font confiance. Questions régaliennes notamment, questions de sécurité. Je pense que les Français savent qu'ils peuvent faire confiance au sérieux, à la fermeté de la droite républicaine. Mais tous les autres sujets, les sujets sociaux, les sujets qui font la cohésion sociale, ce sont les sujets de demain. Et je le dis électoralement, la prochaine élection présidentielle, elle se jouera sur les sujets de cohésion sociale. Elle se jouera sur les sujets d'équité, de justice, notamment en matière économique. Elle se jouera sur les questions de transformation de la société. Il est temps, et je le dis avec un peu de naïveté peut-être, mais j'essaie d'en garder encore un peu, il est temps de retrouver un optimisme dans la vie politique. Il est temps que la politique puisse enfin, plutôt à nouveau, changer un peu la vie. Et ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Et c'est là-dessus qu'il faut réorienter la ligne des Républicains pour vous ? Est-ce que ça pèche sur ces sujets c'est le travail que nous avons engagé depuis plusieurs mois. Autour de Christian Jacob, nous revenons sur les sujets de fond. Moi, j'ai essayé de le faire à ma mesure, en travaillant sur la question des violences conjugales il y a quelques mois, en travaillant sur les questions d'alimentation depuis quelques semaines avec un de mes collègues, Julien Dive, et puis tant et tant d'autres sujets. Je pense qu'il faut que la droite redise qu'elle est là pour transformer la société et qu'elle a une obsession, c'est la justice. Vous venez de citer Christian Jacob, qui lui voit dans les municipales le moment où les Républicains viennent de renouer avec la victoire. Il était très content du premier tour, qui a été plutôt très bon pour votre parti, on peut le dire. Par contre, le deuxième tour est quand même très décevant. Non, très décevant, vous exagérez. Alors vous avez pris quoi ? Mulhouse, Colmar ? Vous avez gardé Toulouse ? On a pris Auxerre, on a pris Biarritz, on a pris Orléans, et je peux vous faire la liste parce qu'elle est assez longue. Non, la vérité, si je suis Comment c'est possible factuel, que vous ayez perdu Bordeaux ? Soyons factuels. Aujourd'hui, la droite détient près de la moitié de toutes les communes et villes de ce pays. Nous sommes majoritaires. Et c'est une bonne nouvelle parce que, je vous rappelle, mais nous avons quand même passé... Et ça s'est fait essentiellement essentiellement au premier tour. Oui.
bien, tant mieux. Quand on gagne au premier tour, c'est encore mieux que gagner au second tour. C'est qu'on est très fort. La vérité, c'est qu'on renoue effectivement avec un rythme de victoire. Il ne faut pas fanfaronner, mais on sort de plusieurs échecs cuisants. Les présidentielles, les législatives et les européennes. Donc là, il y a un déclic possible, le passage d'un seuil, c'est maintenant que ça se joue. Nous ne sommes pas morts. Et nous sommes solides. Là où Emmanuel Macron et tant d'autres avaient parié que nous allions mourir. La vérité, c'est que c'est la République en marche qui est en train d'agoniser, là où nous sommes solides. Il y a des situations dans lesquelles nous avons des déceptions. C'est vrai pour Bordeaux, vous le disiez. On a réussi à sauver Toulouse, et je salue Jean-Luc Modin qui a fait un travail remarquable avec son équipe. C'est une déception à Bordeaux. Vous pensez encore pouvoir sauver Marseille ? C'est une question qui se pose. Vous savez, il y a 3 tours et c'est la règle. Alors qui sera le maire C'est une excellente question. Si vous le savez, je pense que vous pouvez l'annoncer. Débrancher Martine Vassal ? Débrancher, une expression malheureuse. C'est ça la solution ? Je pense que tout le monde discute. C'est une discussion difficile. Moi, je regrette que sur cette ville majeure de Marseille, Mais est-ce que vous pourriez présenter au 3e tour un autre candidat que Martine Vassal ? Je pense que tout est possible aujourd'hui et je laisse les responsables politiques marseillais Mais vous ne l'excluez pas. Être à la hauteur. Il y avait la volonté de prendre la métropole de Lyon aussi en alliance avec la République en marche, le candidat officiel qui a été désinvesti, etc. Ça n'a pas marché non plus. Non, et c'est une leçon pour la suite. Il n'aurait pas fallu faire alliance du tout. Non, mais vous savez, nous au niveau national, c'est pas nous qui avons commandé les alliances locales. Elles se sont faites lorsqu'elles devaient se faire. Elles n'ont pas super bien marché non plus. Regardez Bordeaux, dont on parlait tout à l'heure. C'est la leçon dont je voulez vous parler. Mais est-ce que la leçon, c'est pas qu'il y a une rupture entre les LR et l'électorat urbain ? Non, la leçon, elle est au-delà de ça. D'abord, la première des leçons, c'est que pas faire alliance. Si nous voulons que les Français nous respectent, il faut que nous nous respections nous-mêmes. Et se respecter soi-même, c'est dire qui nous sommes. Vous savez, moi, je suis député d'une terre de gauche. J'ai été élu par des électeurs de gauche, qui savent parfaitement que je suis un type de droite. Mais j'ai toujours été clair. Et je pense que le respect, il commence par là. Donc demain, il faut que nous soyons clairs, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de tourner autour du pot, de se demander si on est constructif, bienveillant ou si on ne l'est pas. Moi, j'ai une opposition de fond avec ce qu'est Emmanuel Macron et avec l'idée qu'il a de la société, et je ne vais pas me tortiller pour savoir si je dois être plus aimable ou plus désagréable. Je dis les choses, point barre. Et ça, je pense que c'est la leçon, celle de la clarté, c'est une leçon politique, qui d'ailleurs est une réponse à cette espèce de bouillie qu'Emmanuel Macron a voulu installer dans le pays. C'est d'ailleurs le principal échec d'Emmanuel Macron. Les Français lui ont dit « on ne veut pas de votre machin, on ne veut pas de votre truc qui est en même temps de droite et en même temps de gauche. On veut savoir où vous habitez ». Et c'est d'ailleurs une des grandes noblesses de la démocratie de savoir où on habite, y compris pour aller convaincre d'autres électeurs. Moi, je suis secrétaire général des Républicains. L'ambition des Républicains, c'est pas de parler seulement aux Républicains, c'est de parler aux Français. D'être capable demain de convaincre l'ensemble des Françaises et des Français. Mais commençons déjà... Quitte à rentrer au gouvernement pour le faire ? Sûrement pas. Enfin, pour ce qui me concerne, sûrement pas. Je ne rentrerai jamais dans un gouvernement. Mais vous avez des gens chez vous qui sont tentés ? Je n'en sais rien. En tous les cas, si c'est le cas, je les plains. Le journal du dimanche dit qu'Emmanuel Macron chercherait à convaincre Damien Abad, par exemple. Est-ce que Damien Abad au gouvernement, ça serait une bonne idée ? J'imagine pas que ce soit possible. Écoutez, il y a quand même une base fondamentale dans la vie politique qui est de pouvoir se regarder devant une glace lorsqu'on se lève le matin. C'est quand même pas mal. Et j'imagine que chacun y est attaché. D'abord, par question... si vous regardez le gouvernement actuel, il y a quand même pas mal de gens qui viennent des Républicains à la base. Oui, qui visiblement... On commencer par le Premier ministre. Mais écoutez, chacun se fait l'idée qu'il veut de l'honneur en politique. C'est quand même une valeur qui peut compter encore. Donc je n'imagine pas que qui que ce soit passe ce cap-là. Et si quelqu'un ou quelques-uns le faisaient, je pense en plus que ce sont des dingues. Pardon de le dire, mais c'est pas au moment où le Titanic est en train de sombrer que l'on monte dessus. D'autant que sur le fond, nous avons une opposition franche avec l'idée qu'Emmanuel Macron se fait de la société. Et on ne renie pas ses convictions pour un gyrophare sur la voiture et un titre de ministre. Dernière question, Stéphane. La suite, les élections suivantes, il y a les sénatoriales à l'automne, les départementales, les régionales peut-être l'année prochaine, peut-être pas, on ne sait plus. Est-ce que c'est l'occasion ou c'est le moment où les Républicains vont montrer que non seulement ils ne sont pas morts, mais ils peuvent encore compter et se développer ? Oui, les sénatoriales sont une étape importante. Et ça s'annonce bien pour vous, là, en la matière. Oui, ça s'annonce bien, y compris parce que Gérard Larcher est un excellent président du Sénat et que le travail qu'il fait dans cette maison au Sénat est un travail de rassemblement qui fait du bien à la droite républicaine comme au Sénat d'ailleurs. Les départementales et les régionales, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais vous allez faire mieux que sauver les meubles ou garder vos positions ? Vous avez raison de dire que c'est encore tôt pour le dire. D'abord, on ne sait pas quelle sera la date. Je suis d'accord avec celles et ceux qui dénoncent aujourd'hui ce tripatouillage qui consiste à Emmanuel Macron à se lever un matin en disant finalement je vais décaler la date des élections. Alors, vous savez, tout ça n'est pas anodin. C'est symptomatique de la maladie de notre démocratie. En démocratie, il y a des rendez-vous électoraux, on les respecte. Et merci beaucoup. Merci Aurélien Pradier d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. Demain, votre place Patrick Caner, le président du groupe socialiste, ici au Sénat. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux,
vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Avec nous aujourd'hui, retour du Club du mardi en plateau. Nathalie Moret, Yves Tréhard, Pierre Dumazeau. Ravi de vous retrouver tous les trois sur ce plateau. On va parler des enseignements à tirer de ces municipales ainsi que du message envoyé hier par Emmanuel Macron sur l'écologie. Mais d'abord, on va démarrer ce club avec le journal des municipales. Alex Poussard. Et Alex, vous avez fait pour nous le tour des télés locales et beaucoup de réactions à cette poussée des écologistes. Effectivement, Oriane, la vague écologiste est le principal enseignement de ce second tour des élections municipales. Et pour la maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, qui a été réélue grâce à son alliance avec les écologistes, il faut prendre en compte cette vague verte sans oublier l'urgence sociale. On l'écoute, c'était hier sur le plateau de TVR. Écologique est aujourd'hui largement partagée par les citoyens et chacun a bien conscience de l'urgence à agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour autant, cette transition écologique, elle se conjugue aussi avec l'urgence sociale et avec l'urgence économique. Je crois qu'on a aussi parlé d'emploi parce que chacun a bien conscience des défis qui nous attendent en matière économique. Nous sommes peut-être à la veille d'une crise majeure et il nous faudra être mobilisés dans nos territoires, ensemble aussi, sur un certain nombre de dossiers pour développer l'emploi, défendre l'emploi local et durable. En revanche, dans la ville de Tours, le maire sortant, Christophe Boucher, maire de Centre Droit, battu par l'écologiste Emmanuel Denis, eh bien pour Christophe Boucher, il faut relativiser cette vague verte. On l'écoute, c'était au micro de TV Tours. À l'évidence, c'est une vague verte. Pour moi, c'est pas une vague verte, à vrai dire, si je veux l'analyser ainsi. C'est une vague. Il y a eu la vague Macron, il y a la vague verte, et dans 2 ans et demi, il y aura la vague X ou Y. Je crois que voilà, les Français et on voit bien les Tourangeaux idem, donc ont envie de changer régulièrement. Voilà, on n'attend plus du tout le résultat d'une politique. On veut aller vite. Et je crois que on se dit bon, allez, les Verts, pourquoi pas. On va maintenant aller au Touquet, dans le Pas-de-Calais, où le député Les Républicains Daniel Fasquelle a été élu à 71 voix près. Alors Daniel Fasquelle est heureux, mais un peu amer de ne pas pouvoir rester député et en même temps maire de sa petite commune. Le Touquet-Paris-Plage, c'est moins de 5000 habitants. On l'écoute, c'était au micro de WEO TV. Je n'ai pas le choix, je vois que certains vont être Premier ministre et maire, d'autres ministres et maires, mais malheureusement la loi m'empêche d'être député maire, y compris du Touquet-Paris-Plage, ce que je regrette. D'ailleurs j'avais déposé une proposition de loi qui était sur le point d'aboutir à l'automne, quand le même Édouard Philippe a fait pression sur le groupe Modem au dernier moment pour qu'elle ne soit pas déposée, alors qu'on aurait pu rétablir un cumul raisonnable des mandats pour les villes de moins de 9000 habitants. Et on reste dans les Hauts-de-France. Pour finir, on va aller dans la commune de Hautmont, dans le Nord, où La Voix du Nord raconte une véritable bataille politique qui s'est jouée au municipal entre un père et son fils. D'abord, le père, Joël Vimotte, 71 ans, maire d'Hautmont depuis 5 mandats. Il règne sur la ville, mais il y a quelques années, il a été condamné à 1 an d'inéligibilité. C'est son fils, Stéphane Vimotte, 44 ans, qui l'a remplacé en intérim. Mais à son retour, le père, un peu vexé, a rayé son fils des listes municipales. Et le père et le fils ont décidé de régler ce différend en s'affrontant aux élections municipales. Au premier tour, c'est le père Joël qui est arrivé en tête, mais 3 mois plus tard, le fils a gagné avec 53% des voix. Un scénario qui rappelle certains films américains. Ce journal de campagne préparé avec Juliette Beck est rendu possible grâce à nos partenaires des télévisions locales. Merci Alex, à tout à l'heure. Rebonjour messieurs, Rebonjour. Nathalie Moret. On parle de poussée écologiste depuis dimanche soir, on parle même de vague verte. Est-ce que c'est juste de parler de vague verte, Nathalie Moret ? Oui, c'est juste pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils prennent beaucoup de villes, des très grandes villes, notamment Bordeaux, notamment Lyon, donc c'est quand même pas rien. Et ensuite parce que politiquement, ils gagnent dans de nombreuses configurations. Ils gagnent en duel contre la gauche, ils gagnent en quadrangulaire, ils gagnent en triangulaire. Donc dans plusieurs cas de figure, ils arrivent à parvenir au pouvoir dans les villes, que ce soit en faisant des alliances ou sur leur nom propre. Donc à partir du moment où c'est dans plusieurs villes
et où c'est dans plusieurs configurations, on peut effectivement parler de vague verte. Yves, vous êtes d'accord? Il y a une réelle vague verte? Je ne sais pas s'il y a une vague verte. Il y a une poussée verte, oui. Si vous prenez les petites villes, non. C'est un vote très urbain. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Christophe Boucher. Je pense que c'est vraiment l'époque, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'une couleur à l'autre, une sensibilité à l'autre. Il n'y a pas tellement de conviction là-dedans, même si, évidemment, je suis persuadé que l'écologie commence à infuser dans la société. Ça, c'est une certitude. Mais bon, on verra ce qu'il en est. Ça ne présage rien de l'avenir politique de la France. Pierre? Oui, je pense qu'il y a un vote bourgeois vert, effectivement, qui s'est dessiné. Un vote des métropoles, très urbain, très bobo dans sa définition, bourgeois bohème. Je ne pense pas qu'il y a une vague verte. Moi, je suis assez contre cette définition. La seule vague, moi, que j'ai vue, c'est celle de l'abstention. On commande quand même des résultats avec un taux d'abstention de 60%. Mais vague verte, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition. D'autant plus qu'en nombre d'élus, le Parti socialiste reste largement devant les Verts. Est-ce que c'est une bataille de leadership à gauche qui s'annonce dans les prochains mois, Nathalie, ou pas? Oui, elle s'annonce déjà depuis un moment. La bataille pour le leadership à gauche, elle s'annonce depuis les européennes, en fait. Depuis que Europe Écologie Les Verts avait fait 13%. Donc oui, ça s'annonce. Moi, sur la vague verte, quand même, je vous trouve un petit peu, quand même, rabat-joie. Mais c'est pas une question de fait ou de... Je ne vois pas pourquoi on serait heureux que ce soit les Verts, pas plus que les autres. C'est une histoire de faire un constat. Le constat, c'est que les Verts, effectivement, les thèmes des Verts ont infusé, y compris à droite, donc à l'opposé de leur famille politique. Aujourd'hui, rappelez-vous, Christian Estrosi, un de ses marqueurs à Nice, c'est les cantines bio pour tous les enfants. 72% d'abstention à Nice. Comme dirait le Premier ministre, les gens qui font l'élection sont ceux qui se déplacent pour aller voter. Et aujourd'hui, on est bien obligé de tirer des enseignements par rapport aux gens qui sont allés voter. Non, mais ça ne présage... Et en même temps, moi, je trouve que ce qui est important sur la vague verte, alors on l'appelle comme vous voulez, vaguelette ou tsunami, c'est que c'est aussi une méthode. Et que les gens qui sont arrivés au pouvoir dans ces villes sont des gens inconnus, qui avaient une profession avant, qui en auront sans doute une après, et qui sont arrivés non seulement avec des thèmes, mais avec une méthode. Ils ne disent pas, on va tout décider d'en haut et vous allez décider. Ils disent, on va décider tous ensemble. C'est aussi un dégagisme vert, que ce soit à Lyon ou à Bordeaux. Et là où je suis d'accord avec vous, Yves, pour une fois, vous le noterez, c'est qu'effectivement... Pourquoi pour une fois? Non, mais c'est la photographie d'une époque. Et si ces gens-là arrivent aujourd'hui au pouvoir, c'est qu'ils incarnent une époque, à la fois sur le fond et sur la forme. Cela dit, je voudrais tempérer quand même l'histoire de j'arrive, j'ai un métier avant, j'ai un métier après, ce qui est vrai, ce qui était exactement le cas d'Emmanuel Macron, qui nous avait dit qu'il aurait une gouvernance horizontale. Depuis, il est devenu Jupiter. Quand on regarde la méthode d'Éric Piolle à Grenoble, ça a été extrêmement autoritaire. Et donc, je ne vois pas tellement, si vous voulez, et je pense que dans la gouvernance, je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement. Je pense qu'il y a un changement, effectivement, dans le fait que la politique n'est plus peut-être un métier permanent, comme celui que vous venez de recevoir, Aurélien Pradier, lui, à mon avis, il est dedans jusqu'au bout. Et il y est depuis qu'il est né, d'ailleurs, parce que c'est un jeune militant, il a beaucoup de mérite, d'ailleurs. Mais... je suis assez d'accord pour ça. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus faire de la politique leur occupation ad vitam aeternam. Pierre, un dernier mot là-dessus? Assez d'accord avec ce que vient de dire Yves. Il y a aussi une... Tout le monde est d'accord avec Yves. Non, mais c'est une histoire aussi de dégagisme quand on regarde à Bordeaux ou à Lyon. C'est pas tant... Alors, il y a aussi l'écologie, mais il y a surtout le dégagisme et l'impréparation des autres partis qui se payent cash aussi dans les urnes. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'Europe Écologie, derrière, planter des arbres et faire du vélo, ça reste la gauche... pour le plus ou moins radical selon les régions. Et ça, je pense que les gens vont vite s'en rappeler. Et justement, on va aller à Lyon, puisque vous en parlez, on va aller à Lyon retrouver Sébastien Calmar. Bonjour Sébastien, journaliste au Progrès, la une du Progrès, consacrée bien sûr à cette élection à Lyon. Et c'est Bruno Bernard qui fait la une du Progrès. Bruno Bernard qui dirigera la métropole. Absolument, Bruno Bernard va diriger la métropole, mais pour revenir à la ville de Lyon en elle-même, donc... ce triomphe écologiste qui a été symbolisé par surtout Grégory Doucet à Lyon. Grégory Doucet, il a 46 ans, c'est l'homme qui a mis un terme à 19 ans
de règne de Gérard Collomb à Lyon. Et il a été propulsé donc sur le devant de la scène dès dimanche soir et surtout hier, on va dire. C'est une scène locale mais aussi nationale parce qu'il a pris part à la pleine réussite des écologistes lors de ces élections municipales. Il en incarne un petit peu, même symboliquement, à lui seul, cette réussite. Et on peut même appeler ça une déferlante sur le plan national. Hein. Sur le terrain, lundi matin, Grégory Doucet, il est apparu en forme au lendemain de cette victoire. Il a enchaîné les interviews dès le petit matin. Ce qui fait dire à celle qui sera sa première adjointe aux finances à la mairie de Lyon, Audrey Enoch, qu'il a une énergie folle. Il a prouvé ça en arrivant un peu aussi symboliquement à vélo à l'hôtel de ville hier matin. Il s'est mis au travail tout de suite pour commencer à constituer ses équipes. Il a bien sûr rencontré Gérard Collomb à qui il va succéder. Et on a donc parlé passation de pouvoir, alors que le maire sortant, qui était donc en place depuis 2001, a été battu à plat de couture. Il a même été humilié dans son fief du 9e arrondissement par une débutante en politique, qui est la jeune candidate écologiste Camille Auget. Et les premiers pas de Grégory Doucet, c'est donc à lire aujourd'hui dans Le Progrès. À lire également les Lyonnais, qui sont visiblement partagés après cette victoire des écologistes. Oui, la rédaction du Progrès a rencontré certains de ces Lyonnais. Et il y a des gens qui se sont réveillés ravis hier matin à l'image de Maëva qui témoigne dans nos colonnes. Elle est psychomotricienne, elle a 25 ans. Elle est très optimiste après ce changement de cap à la lyonnaise. Pour elle, tout est bon dans cette élection. Elle parle de propreté, de sécurité, de déplacement et bien sûr de pollution. Pour elle, c'est tout bon. Cet enthousiasme est un peu tempéré dans certains quartiers. Les correspondants du Progrès ont également recueilli les craintes exprimées par d'autres Lyonnais après cette élection. On citera par exemple certains habitants du 6e arrondissement, qui est un des deux seuls sur les 9 arrondissements que compte Lyon, avec le 2e arrondissement qui n'a pas été remporté par les écologistes. C'est la droite qui s'est imposée dans ces arrondissements, comme elle le fait traditionnellement à ces endroits-là. Et ce qui est certain, en tout cas Sébastien, c'est que Grégory Doucet aura les coups des franches durant son mandat. En effet, oui, puisque on l'a dit tout à l'heure, les listes écologistes, elles ont non seulement gagné à Lyon très largement, mais aussi très très largement à la métropole de Lyon. Donc on l'a dit, elles étaient menées par Bruno Bernard, qui s'apprête donc à succéder à David Kimmelfeld à la présidence de cette collectivité. Il sera d'ailleurs intronisé jeudi, alors que Grégory Doucet à Lyon lui sera officiellement élu maire lors d'un conseil municipal exceptionnel samedi. Il se trouve que ces coups des franches, il les aura, Grégory Doucet, parce que c'est bien la métropole de Lyon où les Verts ont triomphé en raflant 9 circonscriptions sur 14, où on compte 59 communes et près d'1,5 million d'habitants. C'est là que se situe le cœur du pouvoir dans notre région. Merci beaucoup Sébastien. L'interview de Bruno Bernard, c'est à lire aujourd'hui dans Le Progrès. On va voir la une, l'écologiste Bruno Bernard qui dirigera la métropole, ses premières décisions. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Double victoire Nathalie, double victoire à Lyon, Grand Chelem pour les écologistes. Et c'est donc Grégory Doucet, l'inconnu du grand public, qui dirigera la 3e ville de France. L'inconnu du grand public, effectivement, et c'est quelqu'un qui est assez révélateur. Grégory Doucet, il n'est pas né à Lyon. C'est un Parisien qui est allé s'installer à Lyon il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose d'absolument incroyable à Lyon parce qu'il faut se souvenir que Dominique Perben, natif de Lyon, avait échoué à renverser Gérard Collomb en 2008, justement parce on lui avait fait le procès de ne pas être lyonnais, lui qui était pourtant natif de Lyon. Donc il y a une sociologie très importante qui a changé à Lyon. Et effectivement, Grégory Doucet est arrivé hier à la mairie de Lyon en vélo, mais il circule tout le temps en vélo. Ça fait partie de ces nouvelles générations de maires à vélo. La question de savoir si effectivement ils vont le garder longtemps. Lyon, c'est une victoire locale pour les écologistes à effet national, Yves? Je ne sais pas si c'est à effet national, non, c'est surtout le dégagis, c'est surtout que c'est une nouvelle page qui se tourne. Je veux dire, Gérard Collomb, même s'il n'était pas du même camp politique, c'était l'enfant de Raymond Barre. Raymond Barre a beaucoup fait pour que Gérard Collomb soit installé à la mairie de Lyon. Lyon, c'est une ville... Lyon, c'est une ville centriste. C'est une ville qui a eu très longtemps un des maires les plus... celui qui a régné le plus longtemps sur une ville de l'histoire de France, peut-être c'est Édouard Herriot.
radical socialiste, agrégé d'histoire, grand homme de la Troisième République. Et après, vous avez toujours eu des maires centristes, Bontin, soit centre-gauche, soit centre-droit. Et là, ça marque une rupture, c'est vrai, parce que là, c'est un écologiste. Je dirais qu'on était beaucoup avec des notables de banquet jusqu'à présent. Moi, j'ai connu même Francisque Colomb, vous vous rendez compte, c'était le prédécesseur de Raymond Barre. Il y en a un des prédécesseurs. Donc, c'est une ville qui a été toujours dirigée de la même façon. On parle beaucoup de la bourgeoisie lyonnaise, où tout est feutré, où tout est... C'est pas faux tout ça, ça existe. Hein. C'est la ville de Marc Lambron qui a très bien décrit Lyon. Mais la sociologie a pas mal changé quand même. Mais elle a un peu changé, cette sociologie. Et Lyon est devenu assez bobo finalement aussi. Bon, et les Verts ont gagné, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Nathalie, vous qui suivez beaucoup cette zone? En fait, c'est quoi? C'est un vrai désir d'écologie ou c'est une volonté de tourner la page Collomb? C'est les deux. Je pense qu'effectivement, Gérard Collomb avait une méthode de gouvernance qui était pour le coup pas du tout horizontale. Ouais. Et ça a été assez... Il a fait plein d'erreurs, hein. Je veux dire, voilà, il y a eu après la querelle avec David Kimmelfeld et Georges Kepenekian, qui n'est pas pour rien dans la chute de Gérard Collomb. Mais sur la sociologie de la ville, aujourd'hui, effectivement, cette ville de Soyeux, très bourgeoise, etc., elle a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, c'est une ville très attractive où on voit des cadres qui arrivent, qui restent 4-5 ans et qui repartent. Et donc, du coup, la sociologie de la ville, surtout du centre-ville, entre Rhône et Saône, change beaucoup, et ça explique aussi beaucoup ce vote qui est devenu aujourd'hui plus beau. Ça explique, c'est le même phénomène qui est à Bordeaux, hein, oui, et Bordeaux, à mon avis, va sur des... Bordeaux va vers une période difficile, d'ailleurs, à mon avis. Parce que Bordeaux s'est vidé de toute sa population plutôt modeste. Bordeaux a été une des villes les plus violentes pendant les Gilets jaunes. Et pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, c'est toute cette population qui avait été boutée hors de la ville et qui est venue casser dans la ville. Et c'est assez intéressant de voir que Bordeaux, aujourd'hui, est en train de voter écolo. Et je pense que c'est une des lignes de fracture qui va se faire jour, enfin, qui existe en tous les cas dans l'électorat, dans la société française. Mais Lyon aussi, ce qu'il faut dire à Lyon, c'est qu'il y a eu des erreurs majeures commises par Collomb. Collomb, il a fait 2 erreurs majeures. La première, c'est qu'il a voulu revenir. Et ça, les Lyonnais n'ont jamais accepté qu'il revienne, notamment les milieux économiques. Ils n'ont jamais accepté qu'il revienne et surtout, ils n'ont pas accepté qu'il quitte le ministère de l'Intérieur. C'était une désertion pour eux. Ils n'ont pas compris comment un type qui était le maire de Lyon, qui avait une bonne image, eh bien, finalement, décide de quitter la mairie de Lyon. Là, le ministère de l'Intérieur, c'était une espèce de traîtrise qu'ils n'ont absolument pas accepté. Et puis, il a fait une erreur majeure, c'est qu'il a essayé de faire une espèce de système familial en imposant sa femme à des gens qui n'en voulaient pas. Pierre ? Non, c'est vrai que Gérard Collomb, effectivement, a fait plusieurs erreurs. Moi, je pense vraiment que ce choix vert est à analyser sous l'angle du dégagisme, et on en parlait, d'une nouvelle sociologie. Et ça, c'est très clair à Lyon, c'est très clair à Bordeaux. Énormément de Parisiens qui vont à Bordeaux. Le centre-ville s'est considérablement embourgeoisé, et je maintiens et je pense que Europe Écologie, c'est un vote bourgeois. D'abord et avant tout bourgeois, parce que dans les zones rurales, dans les zones d'agriculture, où on pourrait penser que l'écologie est un thème central, un thème principal, eh bien, Europe Écologie Les Verts, ça ne prend pas du tout. Donc c'est vraiment un vote urbain, citadin et bourgeois. Est-ce que Lyon, comme Bordeaux d'ailleurs, c'est aussi l'échec de cette alliance entre les Républicains et la République En Marche ? À Lyon, très honnêtement, c'est l'échec de Gérard Collomb. Je veux dire, Gérard Collomb aurait perdu même sans s'allier aux Républicains. Donc je pense que le cas lyonnais, il est quand même typiquement lyonnais. Après, oui, il y a là où c'est l'échec clairement de l'alliance de la République En Marche et des Républicains, c'est à Bordeaux. Ouais. Alors est-ce que c'est l'échec de l'alliance ou est-ce que c'est l'échec de la politique politicienne, parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus de ce genre de coups d'arrière-cuisine? Ça s'y est analysé. Mais à Lyon, c'est quand même assez particulier. Oui, mais en tout cas, à Bordeaux, quel gâchis pour la droite d'avoir perdu la ville. Ça montre
le manque de tactique, le manque même de maison idéologique pour toute une partie des Républicains qui clairement aujourd'hui ne sait plus où elle habite, et ça donne le cas bordelais qui pour moi est typique de l'errance d'une partie de la droite aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement, et perdre Bordeaux pour la droite, réussir ce tour de force, c'est quand même c'est assez hallucinant. On parle de Bordeaux, on pourrait parler de Strasbourg aussi. Est-ce que ça a été une erreur, ces alliances entre les Républicains? Sans doute, ça fait magouille, effectivement. Si vous voulez, les alliances, c'est bien, mais si c'est des alliances qui sont scellées dès le début. Or là, ce sont des gens qui s'affrontent. À Bordeaux, ça a quand même été assez rude, entre Cazenave et le maire sortant, Nicolas Florian. Et comme ça, tout à coup, on s'allie, on s'embrasse sur la bouche, embrassons Noufleville, et puis on oublie tout le reste. Les Français ne sont pas dupes de ça. Je pense que c'est ça qui fait aussi une part du succès des écologistes. C'est que pour certains d'entre eux, ils ont une certaine fraîcheur. Même si Rumik, je vous rappelle quand même que ça fait la 6e fois qu'il se présente à la mairie. Donc la fraîcheur, il n'y a pas de date de péremption, donc il a de la chance. Mais les Français ne veulent plus être les otages, d'une certaine façon, de jeux politiques qui sont, pour eux, assez détestables. Allez, on va aller à Amiens, on va retrouver nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour Michael Tassard, rédacteur en chef du Courrier Picard. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. À la une du Courrier Picard aujourd'hui, Michael, la vague verte qui n'a pas déferlé en Picardie. Eh bien, tout à fait. En fait, les gros titres de la presse le soir de ce second tour, c'était cette fameuse vague verte qui épargne notre région, puisque sans doute que le besoin d'écologie se fait sans doute moins sentir dans une région qui est plus rurale, beaucoup plus verte qu'il est déjà verte, j'allais dire, et ça s'exprime notamment dans le résultat d'Amiens, où les Verts, dans une union large de la gauche, étaient présents au second tour et n'ont pas réussi à prendre la mairie, voire réalisent un score en deçà de ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en danger la maire sortante UDI soutenue par La République En Marche, et donc échouent à cette seconde place. Voilà pour Amiens et pour les municipales qui sont à la une du Courrier Picard. Dans votre carrier éco, aujourd'hui, les entreprises qui ont bénéficié du Fonds de solidarité. Oui, alors gros plan mis en place par l'État, donc 256 millions d'euros qui profitent à 100 000 entreprises de la région. S'ajoute à ça une annonce de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France hier, qui débloque un plan d'aide de 1,3 milliard d'euros pour soutenir l'économie et l'activité dans la région. Corollaire de tout ça, la dette de la région qui était de 6 ans est bien triple aujourd'hui, mais la région a la volonté de mettre de l'argent sur la table pour soutenir cette économie. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans le Courrier Picard. On va revoir votre une, Michael, la une du Courrier Picard, la vague verte qui n'a pas déferlé en Picardie. Merci beaucoup, Michael Tassard, d'avoir été en direct avec nous depuis Amiens. Puisqu'on parle de cette vague verte, de ces écologistes, Emmanuel Macron a apporté hier une première réponse à cette poussée écologiste, un discours devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat, discours opportunément placé dans le calendrier politique. Il a retenu 146 des 149 propositions de cette convention. Est-ce que c'est une bonne réponse ou est-ce que faire ça au lendemain de cette poussée écologiste, ça peut apparaître comme un coup de com' pour Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que le CESE doit justifier de son existence et donc cette convention citoyenne tombe à point nommé. La deuxième, c'est que je ne comprends absolument pas la légitimité d'un tirage au sort. Quand on a deux assemblées élues par le peuple ou par des grands électeurs. La troisième, évidemment, que le timing peut apparaître comme opportuniste. Heureusement que la proposition de retoucher la Constitution, comme si c'était un texte, un décret banal, a été retoquée. J'ai énormément de mal à comprendre ce qu'il va faire. Il veut soumettre certaines questions à un référendum qui, évidemment, va se transformer en un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais
Évidemment que ce référendum sera un échec pour le chef de l'État. Et à nouveau, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer avec cette convention citoyenne qui apparaît, à mes yeux, comme un outil gadget, un espèce de joujou sur l'écologie, alors que la France compte des experts, des groupes de travaux, et je le rappelle, accessoirement, 2 chambres élues par le peuple. Donc le CESE justifie son existence, c'est très bien. Là, la séquence écologiste du chef de l'État, ça va commencer à se voir que c'est un petit peu artificiel. Nathalie, vous partagez les mots de Pierre, gadget ? Ah non, je pense que c'est pas un gadget dans la mesure où moi, ma collègue qui a suivi pendant 3 mois les travaux affirme, donc je la crois, que c'est un travail absolument remarquable qui a été fait. Ensuite, là où je nuancerai et où je vous rejoindrai un petit peu Pierre, c'est que sur les 150 et quelques propositions qui ont été faites, les plus marquantes ont été retoquées. Ensuite, toutes ne dépendent pas d'Emmanuel Macron. Donc certains relèvent, sont réglementaires ou législatifs et peut être facilement dans le droit français, mais après la plupart relèvent du droit international ou du droit européen. Donc effectivement, on arrive vite à la limite de l'exercice. Mais sur l'exercice lui-même, moi je trouve que c'est assez intéressant justement de faire, de réfléchir ensemble autrement. Alors après, gadget ou pas, moi je trouve que l'exercice est intéressant. Gadget pour vous, Yves, ou pas ? Oui, en partie. Je pense que, si vous voulez, il faut que tout change pour que rien ne change, disait le comte de Lampedusa. Il va rien en faire de cette histoire. Attendez, un référendum, il va organiser un référendum en 2021. Vous croyez vraiment qu'il va faire ça alors qu'il va s'exposer une claque monumentale à une... le reste, il a vidé de sa substance. Donc, je dirais qu'il est dans l'humeur écologiste actuelle. Il épouse cela, il y a des choses qui sont d'ailleurs dans les tuyaux, hein, la protection des logements, tout ça, c'est déjà, je dirais, dans les tuyaux. Il va mettre un peu d'argent, mais c'est sûr que, si vous voulez, ça ne va pas quand même être une révolution, cette convention. Après, sur la convention elle-même, moi je ne conteste pas du tout le travail qui a été fait. C'est un travail qui a été sérieux. J'ai lu le rapport, qui est quand même très volumineux, avec, on sent que les gens ont pris ça au sérieux. Simplement, je conteste le fait que ça puisse exister. On est dans une démocratie représentative. Merci. Qui est le moins mauvais des régimes, disait Churchill. Et c'est vrai que c'est le moins mauvais des régimes. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher à côté ? Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. Il faut arrêter de jouer avec les citoyens. Alors là, c'est dans l'air du temps, à ce moment, ça fait sympa, c'est tout, mais les gens vont très vite s'apercevoir que finalement, on se sert d'eux à des fins multiples et variées. Et donc, sincèrement, et là, je suis dans la maison des collectivités territoriales, hein, eh bien, il faut arrêter de faire croire aux gens qui vont gouverner, alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, ils ont autre chose à faire, qu'ils fassent leur travail, mais qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne s'engagent pas dans des... Je veux dire, on se moque du monde avec ça. C'est vraiment... Je sais que c'est très à la mode, c'est très dans l'air du temps, mais ça ne sert à rien. Et une réponse qui intervient alors que s'amorce un tournant dans la politique d'Emmanuel Macron, peut-être un remaniement à venir. Avant de parler de ce remaniement, je voudrais qu'on regarde ce sondage IFOP pour Public Sénat, La Tribune et Europe 1, un sondage sur les personnalités qui peuvent réinventer la France. Et eh bien, c'est Édouard Philippe qui sort en tête, Nathalie. 45% des Français, le juge le mieux placé. Moi, j'ai un problème avec ce sondage. Je vais vous le dire très sincèrement. Aussi. J'ai un problème avec ce sondage. Et Zidane, il est où alors ? Qui pour réinventer la France ? J'ai l'impression qu'on parle de popularité plus de possibilités de voilà. Moi, je vois pas vraiment le professeur Raoult, si brillant soit-il, pour réinventer la France. Nicolas Hulot, il l'a déjà été. Et Édouard Philippe, il est à 45%. Moi, je n'oublie pas qu'il y a 4 mois, il était au fin fond du classement. Donc voilà, ça va, ça vient, etc. La vraie question, c'est celle du remaniement. Est-ce que Emmanuel Macron peut ou doit garder Édouard Philippe ? On sait qu'il est populaire, donc on sait que ça va être très difficile pour le président de la République de s'en séparer. Et en même temps, incarner un souffle nouveau avec un chef du gouvernement qui est là depuis 3 ans, ça va être compliqué aussi. Donc il a un dilemme, à lui de choisir et il devrait le faire assez rapidement. Un mot sur ce sondage, Pierre ?
Quoi dire, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'Édouard Philippe arrive en tête, là, il est dans son état de grâce, il a remporté haut la main Le Havre, c'est tout à fait normal. La figure de Nicolas Hulot m'interpelle. Donc, si on regarde ce sondage, ça veut dire qu'il a gardé ce capital sympathie, pardon, et que sa démission du gouvernement, il y a quand même maintenant, j'ai l'impression que c'est une éternité, mais pas tant que ça, fait qu'il a gardé ce capital sympathie. Quant au professeur Raoult, comme le disait Nathalie, tout aussi brillant soit-il et provocateur et un petit peu anti-système comme ça, quoi dire, c'est assez surprenant. Tout ça interpelle sur ce qu'attendent les Français. Tout ça est assez surprenant et effectivement, ça pose un petit peu question. Pas tellement sur la suite. Moi, je trouve quand même. Raoult, vous savez, le sondage dans le JDD des personnalités préférées des Français. Fallait aller loin dans le classement pour trouver un politique. Hein. Ouais. Il y en avait, mais ils étaient loin, très très loin. C'était l'abbé Pierre, alors si, il y avait Simone Veil, mais pas nécessairement pour son action politique. Il y avait évidemment Zidane, il y a eu Platini, Coluche, enfin bon. Bon, là, il n'y a pas Bigard, n'a pas été testé. Non, mais là, on est dans le gadget, alors pour le coup, complètement. Après l'histoire de Philippe à Matignon ou pas, ça c'est une autre question. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Alex Poussard. Et Alex, vous avez donc scruté pour nous les quotidiens régionaux aujourd'hui. Qu'y a-t-il à la une ? Bonjour à tous, on commence cette revue de presse des territoires par la une de la dépêche du midi consacrée à la nouvelle vague d'élus aux élections municipales. Une gauche écologiste, réformiste qui arrive au pouvoir avec des nouveaux visages, notamment qu'on voit à la une de la dépêche Mickaël Delafosse à Montpellier, Jeanne Barséguian à Strasbourg, Léonore Monconduit à Poitiers et Mathieu Klein à Nancy. Même idée à la une de l'Écho républicain, à la relève au pouvoir dans les villes d'Eure-et-Loir. Ils ont la quarantaine, ont parfois des sensibilités politiques différentes, mais ils incarnent le renouveau du paysage politique d'Eure-et-Loir avec des nouveaux visages qu'on voit à la une de l'Écho républicain. Dans l'ordre, Florian Gauthier à Lucé, Harold Huvart à Nogent-le-Rotrou, Pierre-Frédéric Billet à Dreux, Fabien Verdier à Châteaudun, Étienne Rouault à Champfol et Damien Stéphaux à Vernouillet. Voilà pour les nouveaux visages d'Eure-et-Loir à la une de l'Écho républicain. On va maintenant voir la une du journal L'Alsace ce matin, consacrée au dernier jour de la centrale nucléaire de Fessenheim, arrêtée depuis cette nuit. Les habitants de Fessenheim ont vécu cette journée avec une certaine fatalité, alors que pour les militants anti-nucléaires, c'était plutôt un jour de gloire. Et on finit par le journal Le Maine Libre, le journal de la Sarthe, qui titre sur la condamnation de François Fillon à 2 ans de prison ferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Son épouse Pénélope et son ancien assistant parlementaire Marc Joulot ont également été condamnés et ils doivent tous les 3 rembourser plus d'1 million d'euros. Les époux Fillon ont fait appel. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. Très rapidement, un mot sur ce jugement dans l'affaire Fillon, Yves. Non, moi je conteste pas le jugement. C'est pas la condamnation. Il y a eu quand même des malversations qui sont pas tout à fait anodines. Ce que je conteste ce qui m'étonne dans ce jugement, c'est le côté moralisateur des termes employés. Mais le droit et la morale, c'est pas la même chose. Qu'il juge en droit, mais qu'il ne porte pas de jugement moral. Or, c'est ça qui est tout à fait détestable dans le jugement, si vous l'avez lu, parce que vous êtes un homme politique. Mais c'est pas à eux de le dire, ça. Ça, c'est à l'opinion de juger. Mais c'est pas à eux de donner un cours de moraline à dessous. Voilà, et c'est très étonnant que ça soit comme ça. Alors, ça s'ajoute au fait que, effectivement, la procédure a été d'une rapidité zélée, inédite dans l'histoire de France, quoi. Allez, il nous reste 20 secondes chaque pour regarder vos unes. La une du Figaro, Yves Macron veut verdir la fin de son quinquennat. Oui, on a l'impression qu'il est en Amazonie, mais pas du tout, c'est dans les jardins de l'Élysée. Voilà, et c'est-à-dire aujourd'hui dans le Figaro à la une de la lettre de l'expansion, votre édito, Pierre, le choc vert et beaucoup de questions. Oui, choc vert, pour ne pas parler de vague verte, effectivement, je préfère le mot choc, et beaucoup de questions, et dont la principale est quand même l'abstention. Voilà, c'est-à-dire dans la lettre de l'expansion cette semaine. On termine avec l'un des journaux du groupe Ebra, Nathalie, les dernières nouvelles d'Alsace. Et puisqu'on parle de vague verte, c'est Jeanne Barséguian, la nouvelle maire de Strasbourg. Elle a une des dernières nouvelles d'Alsace. Jeanne Barséguian, 39 ans, c'est l'une des figures de l'une des figures vertes et l'une des nouvelles élues de faire de la politique autrement. Et c'est la nouvelle maire de Strasbourg.
Voilà, et Jeanne Barséguian qui sera notre invitée vendredi, puisqu'on va faire une série d'interviews politiques avec ces nouveaux maires élus dimanche. Donc Jeanne Barséguian vendredi avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ravi d'avoir retrouvé ce club du mardi. Je vous retrouve mardi prochain, j'espère. Oui. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Public Sénat à 22h. Vous retrouvez Rebecca Fitoussi. Nous, on se retrouve demain à 8h. L'invité politique, ce sera Patrick Caner, le président du groupe socialiste ici au Sénat. On vous souhaite une très bonne journée sur l'antenne de Public Sénat. À demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.